Pour continuer cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Delaune. Donc c'est à l'ENS de Cachan que Stéphanie Delaune a obtenu son doctorat en informatique en juin 2006. L'année suivante, elle entre au CNRS comme chargée de recherche affectée au LSV. Sa recherche porte principalement sur l'utilisation des méthodes formelles pour analyser les protocoles cryptographiques. En septembre de cette année, elle a rejoint l'IRISA et obtenu un ERC Starting Grant pour son projet portant sur la sécurisation des protocoles de communication et en particulier pour les systèmes sans contact. Et elle va donc essayer de nous expliquer pourquoi chiffrer les informations ne suffit pas. Donc bonjour à tous, donc merci pour cette invitation. Donc je vais vous expliquer donc, pourquoi chiffrer les informations ne suffit pas. Donc tout d'abord, revenons un peu à l'objectif déjà, pourquoi chiffrer. Donc on a pour but de sécuriser nos communications. Donc sécuriser nos communications, j'ai mis un certain nombre d'exemples ici. Je pense que certains vous parleront. Donc j'ai mis des exemples en particulier par exemple de commerce en ligne ou lorsqu'on se connecte sur sa banque en ligne. Et pour toutes ces applications, on a des besoins de sécurité. Et donc ça peut aller de l'authentification sur un service de banque en ligne, ou alors assurer la confidentialité des données échangées. Ou si on parle de vote électronique, on peut penser également à l'anonymat, préserver l'anonymat du vote, etc. Donc ça, ce sont des exemples où le chiffrement, on le sent bien, peut avoir son utilité. On veut protéger des données. Alors pour essayer d'être concret, je vais essayer de vous parler de quelques applications de façon assez concrète. Donc j'ai choisi une application qui est l'exemple du passeport électronique. Donc puisque tout le monde l'utilise, vous avez peut-être dû d'ailleurs le laisser à la porte d'entrée en arrivant. Moi j'ai essayé de garder le mien, je l'ai, il est là. Alors sur ce passeport électronique, la particularité maintenant, c'est que ces passeports sont électroniques parce qu'ils ont une puce à l'intérieur. Donc sur la première page du passeport, vous avez une puce et on le reconnaît au petit logo qui est sur cette page. Donc ces passeports électroniques sont délivrés en France depuis 2006 et l'idée c'est de stocker dans cette puce un certain nombre d'informations, donc y compris vos données personnelles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce passeport, en fait, il est interrogeable à distance à l'insu de son propriétaire. Donc vous n'avez pas de bouton off sur le passeport. Donc à partir du moment où vous avez votre passeport dans votre poche, le passeport peut entrer en communication à tout moment. D'accord ? Alors sur les premières versions du passeport électronique, en fait, aucun mécanisme de sécurité n'était présent pour protéger les informations stockées sur le passeport. Autrement dit, vos données étaient systématiquement envoyées en clair, et parmi les données, donc, il y avait en particulier une signature. Alors c'était plus sur c'était les passeports délivrés. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de faille, puisque aucun mécanisme de sécurité finalement n'était présent sur ce type de passeport. Ce sont les passeports qui étaient émis en Belgique dans les années 2004-2006, et en particulier on pouvait récupérer nom, prénom, etc. Donc interroger à votre insu et connaître ainsi votre identité. Et également récupérer la signature du porteur du passeport, qui était stockée également sur cette puce. Alors, on a envie de dire c'est un peu vieux, 2004-2006. Que dire des autres applications ? En fait, le cas du passeport électronique est loin d'être un cas isolé. Récemment, en fait, c'est un reportage qui date de dimanche dernier. Si vous écoutiez le journal de 20h sur France 2, un reportage était diffusé sur justement ces puces électroniques. Et donc on peut voir encore à l'heure actuelle qu'il est possible de récupérer des tas d'informations sur des cartes que vous avez sans doute dans vos portefeuilles. Et en particulier en fait, sur le site de la CNIL reste préoccupée en fait, par l'accessibilité de ces données, et elle invite justement donc à mettre en œuvre les mécanismes de chiffrement pour protéger et rendre l'accès à ces données impossible. Donc j'ai envie de dire, chiffrer, oui, c'est bien, et c'est important pour protéger les données qui sont stockées sur différents supports. Donc le chiffrement, c'est un premier rempart, j'ai envie de dire. C'est important pour protéger nos données. Alors peut-être deux mots pour expliquer comment cela fonctionne. Donc je ne vais pas du tout aller dans les détails, je pense qu'on aura des exposés en particulier demain sur les mécanismes cryptographiques de façon un peu plus approfondie. Ici, je vais juste avoir besoin de vous expliquer deux, trois choses sur ces primitifs cryptographiques. Alors le chiffrement, c'est quoi ? Donc le chiffrement, le plus connu, c'est le chiffrement symétrique.
L'idée, c'est vraiment, on a un texte en clair, on a une clé de chiffrement et on va produire, donc ce que j'ai représenté par un petit coffre-fort, un message chiffré. Et l'idée, c'est que si vous ne possédez pas la clé de déchiffrement, donc cette clé, en fait, vous n'allez pas être en mesure de récupérer le message en clair. Donc autrement dit, quand vous chiffrez vos données, vous avez un petit coffre-fort dans lequel vos données sont bien protégées. Donc quelques exemples, c'est quelque chose de vraiment très ancien. Donc ce qu'on appelle le chiffrement de César, c'est ce mécanisme de décaler des lettres. Le chiffrement symétrique a été beaucoup utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc à travers la machine Enigma, qui a été utilisée pour chiffrer les messages des Allemands. Mais plus récemment, vous avez sans doute entendu parler des algorithmes tels que le DES ou l'AES. Ce sont des mécanismes de chiffrement dits symétriques. Une autre grande famille de chiffrement très importante, c'est ce qu'on appelle le chiffrement asymétrique. Alors, là, vous aurez remarqué que cette fois-ci, deux clés sont en jeu, à la fois une clé publique et une clé privée. Donc, autrement dit, cette fois-ci, je vais utiliser une clé dite publique pour effectuer l'opération de chiffrement, et par contre, pour obtenir le message en clair, je vais devoir posséder la clé dite de déchiffrement, donc la clé privée. Et les deux clés, en fait, sont très différentes. Et là, on sent l'intérêt de ce mécanisme. C'est en particulier ce mécanisme qui est utilisé lorsque vous communiquez, donc, par exemple, il y a des échanges de mails, mais que vous prenez soin de chiffrer vos communications. On va utiliser ce type de mécanisme. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que j'ai plus besoin de partager une clé a priori pour pouvoir échanger des messages. D'accord ? Donc si je veux envoyer un message chiffré, un message de façon confidentielle à quelqu'un, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer typiquement donc, sur sa page web sa clé publique, et je vais utiliser cette clé pour chiffrer mon message. Et je vais envoyer ce message sur le réseau, à travers le réseau non sûr, et cette personne qui va recevoir ce message, elle seule va pouvoir être en mesure de le déchiffrer et de récupérer son contenu. Et là, vous voyez que finalement, la clé privée, ce qui est formidable, c'est que cette clé privée, elle a été générée par quelqu'un, et on n'a jamais eu besoin de l'envoyer d'une quelconque façon sur le réseau. Donc la clé privée est vraiment générée par une personne et peut être gardée précieusement par cette personne, et seule cette personne va avoir besoin de l'utiliser. On n'a plus besoin de divulguer ces clés à d'autres personnes pour communiquer. Donc ça, c'est le mécanisme de chiffrement asymétrique. Donc il y a un petit côté mystérieux pour pouvoir justement chiffrer avec une clé, déchiffrer avec une autre. Mais ça marche, et c'est par contre quelque chose de beaucoup, beaucoup plus récent, puisque ça date des années 70, en particulier avec ce qu'on appelle le chiffrement Diffie-Hellman ou le chiffrement RSA, dont les auteurs ont d'ailleurs reçu le prix Turing cette année, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel pour la discipline informatique. Et donc ces systèmes sont toujours utilisés de nos jours. Et enfin, donc, pour finir un peu sur ces primitifs, parce qu'il existe tout un tas de primitifs cryptographiques, mais je n'ai pas besoin de les détailler toutes ici aujourd'hui, donc je vais me concentrer sur les trois plus importantes, donc chiffrement symétrique, asymétrique et signature. Donc un mécanisme également important, c'est le mécanisme de signature, où là l'idée est un petit peu différente, c'est que vous voulez authentifier la personne qui envoie le message. Donc autrement dit, vous avez un message et vous voulez être sûr que vous allez recevoir un message et vous voulez être sûr que ce message a été envoyé par une personne bien précise. Et donc là, on va utiliser un peu comme l'idée d'une signature manuscrite, mais une signature électronique, à savoir que cette fois-ci, on va utiliser plutôt donc, sa clé privée pour signer le message. Et comme on est le seul à connaître cette clé privée, moi seul va pouvoir effectuer cette opération de signature. Et par contre, quelqu'un qui va recevoir mon message pourra, en utilisant ma clé publique connue de tous, vérifier ma signature et se dire oui, ce document a bien été signé par Stéphanie et n'a pas été modifié depuis. Donc là, c'est vraiment dans un but d'authentifier le signataire et aussi d'assurer l'intégrité des données signées, puisqu'on ne peut pas modifier le message une fois que la signature a été apposée. Alors ce mécanisme de signature est utilisé, donc, par exemple, sur les cartes bancaires. Donc, sur une carte bancaire, bien sûr, tout un tas de données sont stockées, dont, par exemple, le numéro de compte, le nom du propriétaire de la carte, etc. Et bien sûr, il n'est pas question de pouvoir créer des fausses cartes juste en inventant ses propres données. Donc sur cette carte, il y a également un certificat signé par une autorité, donc signé par la banque,
pour assurer que ces données sont correctes et sont valides. Ainsi, seule la personne qui possède cette clé de signature, donc la banque, va pouvoir émettre des nouvelles cartes. Et donc sur l'affaire de la YesCard dont on a parlé déjà ce matin, donc l'attaque consistait non seulement à pouvoir faire en sorte que la carte réponde toujours oui au code, et quelque chose qui avait été ajouté donc, dans cette attaque, c'est qu'à l'époque, les clés utilisées pour faire ces signatures étaient relativement courtes, donc ici 320 bits, et qu'il était possible de les attaquer. Et donc cette fois-ci, il n'était plus, donc, dans l'attaque présentée ce matin par David, l'idée était quand même de récupérer une fausse carte pour récupérer les numéros de compte, etc., et essayer de faire des transactions à l'insu du propriétaire de la carte. Avec l'attaque ici de Sergeant Piche, ça allait un cran plus loin, c'est-à-dire que la crypto, en plus, à cause des clés trop courtes, était cassée, et donc il a été possible d'inventer un compte bancaire venu de nulle part, qui n'existait même pas, donc des données bancaires qui n'appartenaient à personne, et créer une fausse carte associée à un compte bancaire inexistant. Et donc là, quelque part, la banque, lorsqu'elle reçoit l'ordre de débiter un compte, oui, très bien, mais ce compte n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, sur cette attaque, c'était vraiment, oui, on a utilisé des mécanismes cryptographiques, mais ces derniers n'étaient pas assez robustes par rapport à ce qu'on savait faire à l'époque, et la crypto, j'ai envie de dire, était cassée. Donc ça, ce sont pour les primitifs cryptographiques. Très bien. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, des briques de base dont on a besoin. Et bien sûr, si on ne chiffre pas ces données, on ne peut pas espérer que ces dernières restent confidentielles quand on les envoie sur Internet. Mais est-ce que ça suffit? Alors là, ce qu'on va devoir faire, c'est que maintenant, admettons qu'on ait à notre disposition de bonnes primitives cryptographiques. Donc on a des bons mécanismes de chiffrement, avec des clés suffisamment longues pour qu'elles soient robustes, des bons mécanismes de signature, etc. Très bien. Qu'est-ce que je fais pour sécuriser mes communications avec ça? Et alors là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on veut sécuriser nos communications. Donc vous devez vous imaginer, donc on a Alice et Bob, c'est nos personnages fétiches qui souhaitent communiquer et qui vont s'envoyer des informations. Donc a priori, il faut faire attention, puisque ces communications peuvent être écoutées par un agent malveillant. Donc on va devoir utiliser des mécanismes cryptographiques pour protéger ces données. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chiffre les données puis on les signe? Est-ce qu'on signe pour authentifier puis on les chiffre? Et puis si j'ai beaucoup de données à échanger et que je dois utiliser du chiffrement asymétrique, en fait c'est bien mais c'est très coûteux. Peut-être que je ferais mieux d'utiliser du chiffrement symétrique, mais alors il faudrait déjà que Alice et Bob partagent une clé pour pouvoir communiquer et s'échanger des données. Et donc comment je vais faire pour partager cette clé pour pouvoir commencer à communiquer? Donc il y a tout un tas de questions qui se posent. Comment finalement on va emboîter ces briques cryptographiques, ces mécanismes que sont le chiffrement, la signature et tout ce dont on a à notre disposition pour assurer des propriétés un peu plus complexes. Donc on a des briques de base, donc on appelle ça des protocoles cryptographiques. Donc il faut vraiment s'imaginer, on a des briques de base que sont le chiffrement, la signature, les fonctions de hachage et tout un tas d'autres outils à notre disposition. Mais on doit encore expliquer comment on va assembler ces briques pour en faire un protocole de communication qui va répondre à un certain nombre d'objectifs. Alors là, je vais revenir sur mon exemple de passeport électronique, mais je suis passée à la deuxième génération. Donc, fort de l'expérience de nos amis belges, les passeports électroniques sont arrivés en France en 2006. Et donc, bien sûr, on comprend bien que les données personnelles envoyées en clair sur le réseau, ce n'est pas terrible. Donc, on va mettre en place un protocole de communication, ce qu'ils ont appelé le protocole BAC, qui est un protocole d'établissement de clés dont le but est justement, ensuite, une fois qu'on va avoir cette clé, faire en sorte que nos données vont être envoyées. Donc, votre passeport est toujours interrogeable à distance à l'insu de son propriétaire, mais cette fois-ci, quand vos données transitent, elles sont chiffrées par cette clé établie par le protocole BAC. Et alors ce protocole BAC avait un autre objectif, peut-être un peu plus mystérieux, qui est d'assurer la non-traçabilité des porteurs de passeports électroniques. Alors confidentialité des données, je pense qu'on comprend assez bien ce que ça veut dire, c'est vraiment protéger nos données, faire en sorte qu'elles ne soient pas émises en clair sur le réseau. Non-traçabilité, donc j'ai mis une définition ici,
L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que... bon, c'est déjà bien qu'on ne puisse pas récupérer mes données et qu'on puisse à tout moment interroger mon passeport et savoir que oui, c'est Stéphanie Delaune qui telle et telle information. Mais ce serait quand même encore mieux si, si le porteur du passeport n'était pas traçable. Autrement dit, que je puisse savoir qu'à tel moment, j'étais à tel endroit, à tel autre moment, j'étais encore à tel autre endroit, etc. D'accord ? Donc il y a cette notion d'assurer la non-traçabilité du porteur des passeports. Donc ce protocole avait pour but de répondre à ces objectifs. Alors là, je voulais vous donner un exemple, au moins pour que vous puissiez voir à quoi ressemble, on va dire, un protocole cryptographique. Donc c'est un des protocoles qui se trouve sur le passeport électronique, qui s'appelle le protocole BAC. Et on peut voir sur cet exemple, donc voilà, c'est un petit programme qui explique comment le passeport et la carte communiquent entre eux en s'envoyant des données. Donc ici, c'est pour dire que c'est un message qui est chiffré, puis on a également un autre opérateur que je ne vous ai pas présenté pour assurer l'intégrité des messages. Mais l'idée, c'est qu'on s'échange des données, on vérifie un certain nombre de choses quand on reçoit le message, on doit le déchiffrer, on doit vérifier par exemple que le nombre aléatoire qui se trouve ici est bien celui qu'on a généré nous-mêmes en tant que passeport à cette étape. Donc, vérifier que le challenge est bien, on récupère bien le challenge qu'on avait émis à cette étape, etc. Et à la fin de ce protocole, eh ben, on s'est mis d'accord sur des données et ça va nous servir de clé pour chiffrer les communications suivantes. Donc, c'est ça l'idée un peu de ce protocole. Et il faut savoir, quand même, en tant que... Juste pour votre information, que sur ce type, sur cet exemple de passeport, vous voyez que le passeport possède des clés, que le lecteur possède aussi. Et donc ça, c'est vraiment parce que vous devez vous imaginer à l'aéroport, par exemple, vous commencez par scanner, faire une lecture optique du passeport. Et c'est, en fait, il faut savoir que ces clés, donc, on chiffre avec des clés, et donc toute la sécurité repose sur ces clés, bien évidemment, KE et KM, et que ces clés, en fait, sont dérivables des 2 lignes présentes ici sur votre passeport. Donc quiconque connaît les 2 lignes qui sont sur votre passeport, on peut dire qu'on est revenu à peu près à ce qui se faisait sur les passeports belges en 2004-2006, puisqu'il y a des clés, certes, mais si elles sont connues, vous avez beau chiffrer avec des clés, n'importe qui va pouvoir déchiffrer. Donc ces 2 lignes sont vraiment précieuses, en fait. Alors maintenant, on a vu à quoi ressemblait un protocole. Comment peut-on attaquer ces protocoles cryptographiques? Alors une façon assez simple, en tout cas, on s'imagine assez bien, c'est en cassant les primitives cryptographiques. Et ça, c'est l'exemple de la carte bancaire que je vous ai montré précédemment. À savoir que si le mécanisme cryptographique de base, comme la signature, on arrive à forger de fausses signatures, bah, évidemment, la sécurité reposant sur ce fait, on va pouvoir attaquer l'application considérée. Mais en fait, ce n'est pas du tout la seule façon d'attaquer ces protocoles cryptographiques. Il y a un autre type de failles, ce qu'on appelle, nous, les failles qualifiées de failles logiques, qui proviennent finalement de la mauvaise conception du protocole. Et donc, là, si je reviens sur cet exemple de protocole BAC, donc j'ai mis ces 2 lignes en un peu plus gros pour justement vous montrer que bah, sur je ne vais pas expliquer le protocole en détail, mais ces 2 messages, ils se ressemblent quand même beaucoup. Pourtant, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a une inversion de ces deux nombres aléatoires, et c'est très important. Si on avait juste inversé ces 2 nombres aléatoires, alors il y avait une attaque qui était possible, c'était que pour un faux passeport, vous remarquez que pour répondre en fait au lecteur, il n'a pas besoin tellement de déchiffrer ce message et donc de connaître la clé, il aurait pu simplement rejouer le message. Donc on voit que en changeant un tout petit peu ce protocole, une attaque logique, une attaque, donc rejeu de message, aurait été possible, et donc, même avec du chiffrement robuste, ce n'est pas ça le problème. Un autre exemple, donc là j'ai pris, c'est plus un exemple joué pour vous montrer un exemple d'attaque sur un petit protocole, donc qui tient sur un transparent. Donc j'ai pris une version simplifiée d'un vieux protocole, et l'idée est ici, pour Alice, elle veut communiquer avec Bob. Et elle a beaucoup de données à échanger, donc elle va utiliser du chiffrement symétrique pour le faire. Et donc, première question qui se pose, c'est déjà d'envoyer, de se mettre d'accord finalement avec Bob sur une clé pour chiffrer ces données. Et donc, ce petit protocole dit simplement que Alice va générer une clé symétrique
la signer avec sa clé privée. Donc ça, c'est pour faire en sorte d'authentifier celui qui envoie le message, donc ici Alice. Et elle va chiffrer le tout avec la clé publique de Bob. D'accord ? Et intuitivement, quand Bob va recevoir ce message, lui seul va pouvoir déchiffrer ce message, puisqu'il est le seul à connaître, je suppose que les clés ont été bien distribuées, donc il est le seul à connaître la clé privée associée, et il va pouvoir récupérer cette signature. Et puis, en regardant cette signature, il va pouvoir vérifier que c'est bien Alice qui est en train de communiquer avec lui, et donc il se dit que voilà, maintenant j'ai une clé KAB, je vais pouvoir l'utiliser pour chiffrer mes communications, et elles vont rester secrètes entre Alice et Bob. C'est ça l'idée. Alors, est-ce que c'est un bon protocole d'établissement de clés ? En fait, pas du tout. Et donc, je vais vous illustrer une attaque possible sur ce protocole. Vous devez vous imaginer que ce protocole, il est fait pour communiquer avec Bob, mais il est aussi fait pour communiquer avec d'autres participants. D'accord ? Il peut être utilisé par Alice pour communiquer aussi avec une autre personne que j'ai appelée C. Et donc, Alice va suivre le protocole dans le but de communiquer avec C. Sauf que ici, C est un agent malhonnête, et à la réception de ce message, il va pouvoir, forcément, il va récupérer l'intérieur, puisque lui, il connaît la clé privée. Sa clé privée à lui, il la connaît. La signature ne protège en rien le contenu du message, donc il va aussi récupérer cette clé. Jusqu'ici, pas de problème. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que cet agent malhonnête va pouvoir utiliser ces messages qu'il a appris pour construire un message et se faire passer pour Alice auprès de Bob. Et donc la façon dont c'est fait, c'est qu'à partir de cette signature que lui ne sait pas forger, il n'est pas capable de construire une telle signature. Mais là, il l'a juste récupérée sur le réseau, et il va pouvoir chiffrer le tout avec la clé publique de Bob et envoyer ça à Bob. D'accord ? Et donc maintenant, quand Bob reçoit ce message, lui, il se dit quoi ? Ah, c'est pour moi ? Ça vient d'Alice ? Voilà, j'ai une clé pour communiquer avec Alice, et donc il va chiffrer ces messages avec cette clé KAC. Or, cette clé, peut-être que c'est Alice qui en est à l'origine, mais elle est connue de l'attaquant. Et j'ai envie de dire, Bob, il y est pour rien. Bob, il est contacté a priori par Alice pour utiliser cette clé, donc lui va le faire et va signer ses messages avec une clé corrompue. D'accord ? Donc ça, c'est typiquement un exemple d'attaque logique où on ne remet pas en cause les primitifs cryptographiques. Donc ces attaques logiques, elles sont possibles même en présence, donc j'ai mis pour simplifier de chiffrement parfait, mais même si toutes les primitives cryptographiques utilisées sont parfaites, ce type d'attaque existe, attaque par rejeu, attaque dite de l'homme du milieu. Elles sont en général subtiles et difficiles à déceler à la simple vue de la description du protocole. C'est-à-dire quand je vous donne le protocole et que je vous l'explique, en général c'est assez convaincant et on se dit que ce protocole a l'air bon. Et un exemple que je ne vais pas détailler ici, mais qui est assez célèbre, c'est ce petit protocole assez simple, où la version de gauche date de 78, contient une attaque, et la version de droite, en fait, donc 17 ans plus tard, quand même, il a fallu 17 ans pour trouver cette attaque, ne comporte pas cette attaque logique du type homme du milieu. Alors on peut se dire que tout ça est un peu vieux, donc que peut-on dire des protocoles utilisés aujourd'hui ? Alors, ce type d'attaque existe toujours. Donc, je vous ai cité ici une attaque possible sur les applications Google, donc en particulier Gmail, Google Calendar et autres. Et l'idée, c'est que quand vous vous connectez à ce genre de compte, vous avez des petits certificats qui vous permettent de vous connecter à une autre application Google sans rentrer votre mot de passe et autres. Et une attaque, en fait, était possible, justement, et elle consistait finalement pour un agent malhonnête de créer une application malhonnête, de faire en sorte que les utilisateurs s'y connectent, et ensuite ça permettait de récupérer un petit certificat, et ensuite de vous connecter à vos autres comptes Google, en fait, et accéder à votre agenda ou à votre boîte mail. Et là encore, nul besoin de casser la crypto pour monter ce genre d'attaque. Une attaque qui a fait beaucoup parler d'elle sur les connexions HTTPS, donc tout ce que vous utilisez lorsque vous êtes sur Internet, sur des sites sécurisés. Donc là encore, une attaque du type hop du milieu. Donc il faut savoir que quand vous vous connectez sur les sites sécurisés, l'idée c'est qu'il y a un échange entre le client et le serveur pour se mettre d'accord déjà sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme chiffrement et autres. Et en fait, il y a une attaque du type hop du milieu qui consiste à faire en sorte que donc l'attaquant se met au milieu et dit toi, tu voudrais utiliser du chiffrement fort,
Non, mais moi je peux pas, désolé, il faut faire plus faible. Et donc il fait exprès en fait de se mettre entre le client et le serveur pour les obliger à utiliser des mécanismes de chiffrement très très bas niveau, d'accord ? Et comme c'est a priori quand même toujours autorisé d'utiliser ces vieux modes de chiffrement, à la fin vous vous retrouvez à chiffrer certes vos données, mais avec des tailles de clés tellement faibles que c'est assez ridicule. Et donc pour revenir sur le cas du passeport électronique, donc dans la version française du passeport, donc dans le protocole de passeport électronique, si vous regardez un peu les spécifications de ce protocole qui sont données en ligne, il est mentionné que le passeport doit répondre à tous les messages qu'il reçoit. Et éventuellement avec un message d'erreur, si jamais le message qu'il a reçu ne correspond en rien à ce qui était attendu. Et les messages d'erreur n'étaient pas précisés. Et en fait, donc ça a laissé suffisamment, j'ai envie de dire, il a fallu, au moment d'implémenter ce protocole, faire un choix, qu'est-ce qu'on émet comme message d'erreur et autres. Et il en résulte une implémentation différente selon les nations, et en particulier donc, une attaque possible à cause de ces messages d'erreur sur une version française du passeport. Donc comme je vois Marco qui commence à me regarder de travers, je vais sauter quelques slides. Donc je voulais vous parler du vote électronique, mais je sais que Steve va en parler demain, je crois, demain soir. Donc je ne vais pas revenir dessus pour l'instant. Et donc juste dire quelques mots sur que faire. Alors je dirais que comment se protéger pour ces attaques, donc en tant qu'utilisateur de ces applications, consommateur, on n'a pas vraiment le choix sur ce genre de choses. Mis à part que mettre à jour régulièrement, j'ai envie de dire, nos logiciels pour au moins ne pas être vulnérable aux attaques qui ont été corrigées. Et pour tout ce qui est système sans contact, carte à puce et autres, en fait, il faut mettre ce genre de choses dans des petits étuis pour qu'on ne puisse pas communiquer avec votre passeport si vous ne le souhaitez pas. Donc vous en avez pour Noël, vous en avez des beaucoup plus jolis de ce format-là. Et puis pour mettre toutes les cartes que vous avez, parce qu'il n'y a pas que le passeport, hein, vos cartes de paiement, les passes Navigo et autres, tout ça, vous pouvez ranger tout ça dans votre petit portefeuille. Il y a un guide aussi de bonnes pratiques que vous pouvez regarder sur le site de l'ANSSI qui propose justement pour les utilisateurs un certain nombre de choses à suivre pour sécuriser ces communications. Et après, j'ai envie de dire, c'est plus aux développeurs de nouvelles applications que je m'adresse, à savoir, je pense que inventer un nouveau protocole, il faut réserver ça aux experts du domaine, et préférer en général un protocole sur étagère qui a déjà été prouvé, analysé par les experts, et sans succomber à la tentation d'essayer de le simplifier à un endroit ou à un autre en se disant que ce passage-là, quand même, pour nous, ce qu'on fait, ça n'a pas l'air important, je l'enlève. Parce qu'on voit en fait que les attaques, en fait, c'est vraiment... Voilà, entre un protocole sûr et un pas sûr, le delta est assez mineur. Et donc, quand on vraiment doit concevoir un protocole, il y a quelques conseils simples à respecter. Et je dirais qu'idéalement, il faudrait prouver la sécurité du protocole avant de le déployer. Et ça, je réserve ça à l'exposé d'Hubert demain soir. Peut-on prouver la sécurité des communications ? Donc, pour terminer, je dirais à retenir, des primitives robustes, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Bonjour. Donc, tout à l'heure, je ne m'étais pas présentée. Donc, Nathalie Launay. Aujourd'hui, j'exerce de fonction de consultant indépendant et j'ai un parcours dans le domaine de la carte à puce, des documents d'identité. Donc, en tout cas, je voulais vous féliciter pour le document que vous avez fait et la présentation très pédagogique. Et j'invite vraiment à utiliser ces documents comme support de formation dans beaucoup d'entités de formation et en premier parcours sur l'aspect cryptographie. En fait, je voulais revenir sur le problème de la traçabilité du passeport. En fait, le BAC ne va permettre que de l'anti-skimming, mais n'empêche pas la traçabilité. Parce que toute puce RFID, que ce soit dans un passeport ou dans votre carte sans contact ou dans un objet connecté sans contact, va répondre à une fonctionnalité qu'on appelle l'ATS. C'est-à-dire vous avez une réponse pour dire si la carte elle répond ou pas avec le numéro de série de la puce. Et aujourd'hui, c'est un gros problème parce qu'en termes de règlement sur la vie privée, c'est-à-dire que vous êtes traçable. C'est d'ailleurs la problématique qu'il y avait également pour les cartes de la RATP. Au départ, on avait tous les accès des données en clair, mais il y a toujours le problème, c'est qu'on suit le profil d'utilisation de la personne avec simplement son numéro de puce.
est-ce qu'aujourd'hui, dans vos cadres de recherche, vous travaillez à cette solution, puisqu'en fait, c'est un vrai problème pour la RFID sans contact, de la traçabilité de l'utilisateur d'un document. Et dans le cadre du règlement européen sur la vie privée, le fait de pouvoir suivre le comportement d'un utilisateur, c'est pas compatible. Est-ce que vous travaillez sur ces pistes de réflexion pour savoir comment faire au niveau d'un composant silicium sans contact pour éviter cette problématique de traçabilité du numéro de série? Alors, moi, pas du tout. En fait, mes recherches, ça porte vraiment sur la partie protocole et vérification de protocole. Donc, du coup, sur tout ce qui est côté matériel, j'ai envie de dire, j'interviens pas du tout. Donc, sur ça, je pourrais pas vous répondre, en fait. En attendant que d'autres questions se manifestent, je vais te poser une question. Donc, tu as parlé des briques qui étaient issues des écoles de cryptologie françaises ou internationales, et basées sur des fondements mathématiques. Est-ce que la construction de protocoles à partir de ces briques peut suivre une approche mathématique également, ou formelle, disons? Donc, je ne sais pas si c'est le côté conception, si c'est vraiment sur l'idée de concevoir de façon sur des protocoles. Donc, il y a deux approches, j'ai envie de dire. Il y a une approche, c'est laissons les concepteurs faire des protocoles, et dans un deuxième temps, on essaye de les vérifier. Donc c'est assez difficile, mais on a des outils à l'heure actuelle pour essayer justement de vérifier qu'un protocole donné satisfait une propriété qu'on s'est fixée, confidentialité, non-traçabilité et autres. Donc ça, c'est l'objet d'un certain nombre de recherches, y compris les miennes. Après, il y a une autre approche qui est de se dire, bon, c'est difficile de concevoir des protocoles, c'est difficile de les vérifier. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement directement concevoir fabriquer des protocoles sûrs par construction, d'accord? Et là, c'est également des choses sur lesquelles des travaux existent. Je dirais que peut-être le souci, c'est que ça donne des protocoles qui ne sont pas utilisés in fine par les industriels parce que sans doute un peu trop lourds. C'est-à-dire qu'il y a une construction un peu générique pour passer d'un protocole. Donc typiquement, par exemple, on va s'intéresser à mettre en place un protocole sûr en présence d'un attaquant assez faible. Et en y ajoutant toute la couche de crypto nécessaire, on va construire un protocole qui, lui, va devenir robuste face à des attaquants assez puissants. Le problème, c'est qu'on va, du coup, de façon assez systématique, rajouter des couches de signature, de chiffrement. Et à la fin, on a des protocoles qui sont plus lourds, j'ai envie de dire, que les protocoles utilisés à l'heure actuelle, parce qu'on a justement mis systématiquement des couches de chiffrement et de signature pour essayer de garantir la sécurité de tous les paramètres, et tous les paramètres nécessitaient peut-être pas d'être sécurisés de la même façon. Donc, mais c'est le genre de choses qui existent. Ouais. Barbara Cordy, enseignante-chercheur à l'IRISA. Au bureau. Ouais. Alors, j'ai une question concernant est-ce qu'on peut faire confiance aux preuves? Tu as dit que le mieux, c'est d'utiliser des protocoles qui ont été vérifiés, prouvés. Et un des protocoles que tu avais dans ta présentation, il était quand même prouvé en utilisant la logique BAN que voilà, il n'y avait pas d'attaque. Le problème était que la logique, elle ne prenait pas en compte deux types d'attaques qui étaient effectuées 17 ans plus tard. Donc comment on peut faire confiance en fait aux méthodes de vérification qu'on a à présent? Est-ce qu'on couvre toutes les attaques? Qu'est-ce qui va se passer demain? Je dirais qu'il y a peut-être deux choses. Il y a d'une part, déjà, bien sûr, on parle de protocole, donc de choses de la vraie vie, mais quand je fais mes recherches dessus, je pars sur un modèle, d'accord? Donc déjà, il y a la question de la modélisation que j'en fais. Donc si je pars dans un modèle, donc là tu citais du coup le modèle utilisé par la logique BAN et autres, si on part avec un modèle qui ne prévoyait pas que Alice pouvait entrer en communication avec quelqu'un de malhonnête, ben on s'est trompé de modèle, d'accord? Donc j'ai envie de dire, après on prouve des choses qui sont vraies dans ce modèle, mais qui ne reflétaient pas la réalité. Donc ça c'est un premier point, c'est déjà ne pas se tromper. Enfin, il y a une phase très difficile qui est la phase justement de modélisation du protocole, puisqu'on va prouver des choses in fine sur le modèle. Et après, il y a, admettons que le modèle soit correct, est-ce que les outils proposés, par exemple, à l'heure actuelle, pour justement vérifier l'absence d'attaque logique sur les protocoles, est-ce qu'eux ne comportent pas des bugs? Ça, je veux dire, c'est une autre question. Donc, s'assurer que l'outil qu'on va développer pour vérifier les protocoles, lui-même, je veux dire, pourrait être buggé et du coup ne pas trouver des attaques
parce qu'il a été mal fait. Donc ça, après, il y a des choses qui existent dans la communauté pour faire des preuves formelles, formellement prouvées et autres, avec l'usage de coq ou ce genre d'assistant. Mais voilà, il y a deux choses. Il y a une première étape, c'est vraiment sur la modélisation, et ça, j'ai envie de dire, il ne faut pas se tromper. Il faut bien être au courant de ce qu'on est en train de modéliser et ce qu'on représente. Et après, j'ai envie de dire, sur la partie peut-être vérification, on a un peu plus d'aide si on est prêt à aller jusqu'à faire des preuves en coq ou autre. Ça marche? Oui. Constant Hardy, commissaire aux communications électroniques de défense au ministère de l'Industrie. En 1998, on m'a parlé du porte-monnaie électronique sans contact. Alors, le principe du porte-monnaie électronique, c'est que vous ne tapez pas de PIN code. Quand on m'a parlé du porte-monnaie électronique sans contact, j'ai dit mais ça c'est pas possible parce que je vais me déclarer à la chambre de commerce comme marchand de frites, je vais aller voir ma banque, je vais demander d'avoir un cabis, je vais demander d'avoir un compte et d'avoir un lecteur sans contact puisque je fais des tas de petits paiements. Je vais mettre un amplificateur derrière le lecteur, puis avec ça, je vais me balader dans le métro et je vais vendre des cornets de frites à l'insu de tous les voyageurs du métro. Alors, pratiquement 20 ans plus tard, 2017, il se trouve que j'ai pas mal de contacts avec la police. Les porte-monnaies électroniques sans contact sont effectivement rentrés en service. Ma description était purement fonctionnelle, il n'y a pas de technique derrière ça. Et effectivement, les policiers que je connais beaucoup me disent « mais si, c'est effectivement pour nous un problème. Il y a de plus en plus de gens qui font du vol sur porte-monnaie électronique sans contact dans le métro ou dans des endroits où il y a des foules. » Alors, j'ai un petit peu peine à comprendre comment, je dirais, une démonstration qui a été purement fonctionnelle, sans aucun élément technique, n'importe qui peut ouvrir un commerce avec des ventes, des ventes de faible montant, et puis il va en ramasser beaucoup pendant quelques jours, puisqu'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de PIN code ni quoi que ce soit. J'ai quand même peine à comprendre que ceci n'ait pas été pris en compte. Mais je pense que, sur ce... Ouais. Ça a été très bien pris en compte. Ça avait été fait exprès. De toute façon, on se déclare. Donc, C'est parce qu'à un moment donné, il y avait également les données personnelles. Parce qu'outre ça, c'est qu'on récupère les données des personnels. Il a fallu que la CNIL tape sur le GE carte bancaire pour que les données, déjà les noms, prénoms, etc., et tous les identifiants. Parce qu'outre ça, on pouvait récupérer toutes les données qui sont présentes sur votre carte et faire des transactions en ligne. Donc il a fallu que la CNIL... là aujourd'hui, même vos transactions sans contact, vous avez les 3 dernières transactions qui sont toujours présentes. Donc effectivement, la problématique du sans contact, il est possible en sans contact de faire la même chose avec un code PIN. Et c'est le gros débat de la directive DSP2 et RTS qui veut diminuer le moyen les montants aujourd'hui qui étaient à 20 €, je crois, et à les diminuer à 10 € et de mettre des moyens d'authentification forts pour pouvoir accéder à des opérations de paiement, même en opération sans contact ou en opération à distance. Donc c'est le gros débat aujourd'hui qui est en train de se passer avec la directive DSP2 et le RTS. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est tout à fait possible parce qu'ils n'ont pas prévu la sécurité, parce qu'ils ont préféré l'absence de friction, le friendly usage. Dans les versions plus récentes, donc pour ne pas faire de publicité à un fournisseur de téléphone, maintenant, ça fonctionne à la biométrie avec lecteur d'empreintes digitales, la plupart des porte-monnaies électroniques. Tant mieux, on a du travail. Pour terminer cette session, j'ai lu dans ta conclusion en filigrane un message que j'aimerais que tu réexplicites. Donc je vais poser la question d'une façon un peu naïve. Est-ce que le secret des communications peut reposer sur le secret des algorithmes ou des protocoles mis en œuvre ? Donc je dirais non. Donc il y a peut-être deux choses. Donc il y a d'une part sur est-ce que donc la sécurité peut reposer sur le secret finalement des algorithmes de chiffrement, ou même là je travaille plus au niveau protocole, donc le secret du protocole lui-même. La réponse est non. Dans la pratique, on voit que ça marche pas. C'est-à-dire que sur les cartes bancaires, l'affaire Serge-Piche, le protocole de carte bancaire à l'époque, il n'avait pas été dévoilé et on pensait que comme ça tout irait beaucoup mieux. On a vu que ça demande peut-être un tout petit peu plus de temps, mais ils ont réussi à retrouver comment fonctionnait ce protocole et du coup ensuite à le casser. Et donc c'est pareil pour les primitives, c'est de même pour les protocoles. La sécurité ne veut pas dire juste
obscurcir les choses. On finit toujours par retrouver comment ça marche. Et la sécurité ici, j'entends par sécurité plus le côté justement, montrez-nous comment ça marche, mais nous ensuite, on vous prouve que le protocole est sûr uniquement sur le secret. La seule chose qui doit être secrète, c'est les clés de chiffrement. D'accord ? L'algorithme de chiffrement n'est en aucun cas secret. On sait très bien comment marche le DES, comment marche RSA, etc. Par contre, les clés, l'instance utilisée pour la carte bancaire et autres, ça doit être secret. Et c'est uniquement sur ça que repose la sécurité, que devrait reposer la sécurité des applications. Bien, eh bien, merci beaucoup Stéphanie.